Et on démarre cette séquence avec un focus sur vos réseaux, chers invités. Et puis c'est Thomas qui va encore le cobaye de cette première émission pour cette nouvelle saison. Ton pitch va servir de modèle, du moins sur la forme à nos invités. Je propose que ce soit toi qui t'y colle. Parle-nous de Bilab et attention aux longueurs, Thomas. Ouais, je vais essayer de jouer sur 2 tableaux le plus habilement possible, mais c'est pour lancer la dynamique. Alors Ouais. oui, effectivement, en tant que coprésident du mouvement Bicorp en France, je propose de pitcher le mouvement. Alors déjà le B, pourquoi ce B? Et souvent, c'est une question qui nous revient. Eh Mm. bien, c'est pour le bénéfice pour tous. C'est l'idée que l'économie peut se rendre beaucoup plus bénéfique à l'intérêt, collectif à minima et peut-être même général dans certains cas, mais ne soyons pas présomptueux quand on parle d'acteurs économiques. À travers ce mouvement, on veut faire la preuve que des entreprises et aujourd'hui des milliers d'entreprises dans le monde mettent en œuvre des modèles économiques, des modèles d'affaires, distribuent des produits et des services qui apportent des bénéfices sociaux, qui parfois apportent des bénéfices environnementaux, bien au-delà de l'unique réduction des impacts négatifs. Mm. Alors pour y arriver, ce mouvement met à disposition un outil d'auto-évaluation des impacts qui est très exhaustif, qui est gratuit et qui permet à toutes les entreprises qui le souhaitent de commencer à regarder comment elles vont impacter leurs écosystèmes, les clients, les territoires dans lesquels elles sont implantées. Au-delà de ça, le mouvement propose une certification pour les entreprises qui veulent vraiment pousser plus Ouais. loin cette logique en se faisant auditer de façon très précise. Et aujourd'hui, ce sont donc plus de 10 000 entreprises dans le monde qui ont obtenu la certification Bicorp, plus de 600 en France et qui œuvrent ensuite dans une communauté autour de thématiques sectorielles. J'ai pu l'évoquer tout à l'heure. Par exemple, en Europe, on a eu la Beauty Coalition qui a œuvré avec que des entreprises certifiées Bicorp pour essayer de faire évoluer le cadre réglementaire en Europe sur certains types de produits qui sont utilisés, par exemple, d'intrants dans les produits de beauté Mhm. et qui ensuite œuvrent ensemble pour faire vivre cette idée que le modèle d'affaires peut servir un intérêt plus global. Mhm. Alors, à l'avenir, on espère pouvoir recruter de nouvelles entreprises candidates à cette certification qui est en train d'opérer sa transformation, elle aussi, sa bascule, puisque désormais, on va adresser des thématiques très précises. Je pourrais peut-être y revenir plus tard Mhm. sur la lutte contre le dérèglement climatique, par exemple, ou le lobbying et la transparence, qui est une des nouvelles thématiques de ces standards, qui vont venir regarder comment les entreprises opèrent pour influencer le cadre réglementaire, influencer leur secteur d'activité. On en revient à l'idée des coalitions et je pense que j'en ai assez dit pour tenir le timing. Bravo, bravo, bel exercice. Exercice qui veut s'y coller désormais. J'y vais, Ouais. allez. Donc Impact France, le mouvement Impact France, né en 2020 de la fusion entre deux associations. Donc c'est déjà là esprit de coalition, c'est né d'une Mm. fusion du mouvement des entrepreneurs sociaux, une association qui fédérait ce qu'on appelait il y a une quinzaine d'années l'entrepreneuriat social, le social business, qui venait plutôt du monde anglo-saxon Mm. et qui s'implantait en France avec des entreprises comme Yuka, comme Simplon, qui voyaient le jour en France. Et le mouvement des entrepreneurs sociaux avait vraiment vocation à représenter ces entrepreneurs à impact auprès des décideurs politiques et publics, parce que c'était du coup une forme un peu hybride d'entreprise, à la fois commerciale et en même temps qui mettent l'impact au cœur. Donc c'était un peu nouveau. Et la fusion entre ce mouvement-là et Tech for Good France, qui est un mouvement plutôt de start-up, d'entreprise de la tech, qui avait justement ce désir aussi de mettre l'innovation technologique au service de la résolution de problématiques écologiques et sociales. Et donc, c'est de la rencontre entre ces deux associations qu'est né le mouvement Impact Mm. France, avec plusieurs ambitions. L'ambition, c'est de réunir et de porter cette intuition qui est un peu un pari, hein, c'est de réunir des entreprises à impact, des entreprises qui ont vraiment au cœur de leur modèle la résolution d'entreprises de problématiques Mm. écologiques, sociaux, et des entreprises qu'on appelle en transition. Donc, des entreprises qui vont être beaucoup plus classiques dans leur modèle, qui vont être des entreprises, voilà, des ETI, industriels, de territoire, des grands groupes. Et de la rencontre entre ces deux acteurs, on a la conviction qu'on peut peser, qu'on peut collectivement porter une parole différente que celle du patronat plus traditionnel, pour ne pas laisser en fait les entreprises seules face à leur transformation obligatoire, mais de pouvoir accompagner des réformes structurelles et structurantes qui vont leur faciliter cette tâche d'engagement. Donc aujourd'hui, on est un mouvement qui se veut patronal et à la fois politique, parce qu'on joue Mm. on joue régulièrement dans le débat public, on participe aux questions sociales, sociétales. Donc c'est une hybridation qui est plutôt rare, d'avoir des mouvements voilà, patronaux qui se définissent comme politiques aussi. Mathieu, je me tourne vers vous. Quelles sont les origines de votre réseau? Alors, les origines déjà historiques, le CJD, c'est le plus ancien mouvement patronal de France, puisqu'il a été fondé en 1938. Le CJD est là pour oser imaginer une autre forme
une autre façon de diriger les entreprises. Donc aujourd'hui, c'est 6 000 dirigeants de TPE-PME, le CGD, avec une ambition forte, hein, c'est de parler de performance globale. Donc, on parle de performance globale depuis les années 2000 au CGD. Donc, la performance globale qui dit que la performance économique a du sens seulement si elle est au service de la performance sociale, sociétale et environnementale. Aujourd'hui, on est convaincu qu'il faut aller un cran plus loin encore, puisqu'on est quand même dans un monde en mutation profonde, un monde de polycrise, qui vont donner naissance à un certain nombre d'opportunités. Mais au-delà de la performance globale, il faut aller vers plus de stabilité pour nos entreprises et plus de robustesse. Du coup, on est sur ces sujets de robustesse aujourd'hui. Et rien que notre structuration nous aide aussi à réfléchir à ces principes de coalition, puisque le CJD est structuré en associations locales. Donc, on a 128 associations locales sur le territoire. 16 associations régionales, on a des associations à l'international aussi, et une tête de réseau que je représente aujourd'hui, que je préside. Donc le but du CJD, c'est quoi? C'est rompre la solitude du dirigeant. Donc on a 3 casquettes et elles sont importantes pour comprendre un peu mon propos. On a une casquette qui concerne la formation du dirigeant. Donc on a un organisme de formation qui, l'année dernière, a dispensé 75 000 heures de formation. On a un côté Action Tank. Deuxième casquette, c'est l'Action Tank. On va expérimenter d'autres façons de diriger. On a mené une expérimentation sur la semaine de 4 jours, par exemple, l'année dernière, avec la RACT Occitanie, la région Occitanie. On a imaginé, on a transposé le principe de la Convention citoyenne pour le climat en convention gidoyenne, donc en interne, pour œuvrer, pour imaginer des solutions pour transformer les modèles d'entreprise. Et là, la convention gidoyenne a rendu 57 conclusions, 57 propositions applicables sur lesquelles on est en train de travailler. Troisième casquette, et c'est sans doute ce qui nous distingue de certains autres mouvements patronaux, c'est notre côté militant. Le CJD est profondément militant dans le sens humaniste. Vous parliez tout à l'heure du côté politique. Le CJD est profondément politique, mais totalement apartisan. Donc politique dans le sens, on est très engagé dans la vie de la cité. On a œuvré tout au long de notre histoire, par exemple pour la création de l'assurance chômage, pour la reconnaissance de la section syndicale d'entreprise. Pour un mouvement patronal, c'est quand même assez original. On était favorable aux 35 heures, le seul mouvement patronal à être favorable aux 35 heures. Et là, on parle de semaine de 4 jours, entre autres. Donc voilà en quelques mots le CGD. Merci. Sarah, pour terminer. Avec plaisir. Donc moi, je représente EC 2027. Oui. Le sous-titre de EC 2027, c'est un quinquennat pour l'économie circulaire. Nous, on a un objectif économique très fort, très clair, c'est de passer d'une économie linéaire du tout jetable, où on produit, on consomme, on jette, à une économie où on allonge la durée d'usage des produits, qui permet in fine de préserver nos ressources et de construire finalement une économie responsable, pérenne, qui est capable de protéger notre environnement, en fait. Combiner ce que certains ont du mal à dire dans le monde de l'impact, mais finalement, une économie, il y a un capitalisme vert, quelque part. Essayer de concilier capitalisme et protection de la planète. Donc ça, c'est notre objectif politique clair, économique, pardon. Et nos moyens d'action sont des moyens politiques. Je me suis beaucoup retrouvée dans ce qui vient d'être dit. Nos moyens sont des moyens politiques, c'est-à-dire qu'on va essayer d'utiliser tous les leviers classiques du lobbying pour convaincre les décideurs publics et politiques de soutenir l'économie circulaire. Et pour autant, on est apartisan. On va aller s'adresser à l'intégralité des décideurs publics politiques à partir du moment où ils sont représentés dans la représentation nationale. Ce qui nous distingue aussi dans cette association qui est assez jeune, hein, qui a été créée avant les présidentielles de 2022 pour essayer de faire émerger ce sujet de l'économie circulaire dans la présidentielle de 2022 et dans les législatives. Ce qui nous distingue, c'est que on est profondément transsectoriel. Donc, on va avoir des entreprises membres qui viennent du secteur de l'emballage, du secteur des transports, du secteur de l'ameublement, des équipements électriques, électroniques, et avec des entreprises de toute taille. On va avoir des grands groupes, on va avoir des PME, des ETI, on va avoir des structures qui viennent de l'ESS, d'autres qui ne le sont pas, qui partagent toutes, en fait, cet objectif de passer d'une économie linéaire à une économie circulaire. Merci beaucoup. Voilà pour la présentation de vos réseaux respectifs. On entre maintenant dans le cœur de la séquence. Selon vous, faut-il adopter une posture d'opposition à l'économie classique ou plutôt tendre la main pour collaborer ensemble, s'allier avec elle?
Je vais peut-être initier la réponse pour laisser le temps à nos invités de Thomas, au méditer sur cette global. question, puisqu'on a décidé de garder de la spontanéité dans l'émission et pas toujours adresser les sujets en amont, comme ça peut se faire beaucoup. En fait, cette question, elle est surtout Ensemble. posée parce que dans la continuité de ce qu'on a pu dire en intro, notamment ce que je proposais comme édito, il y a aujourd'hui un constat pour moi assez évident qu'on a un tel foisonnement dans l'écosystème de l'impact et de la RSE que on a peut-être des plafonds de verre en capacité d'influence. On a parlé de plaidoyer, d'action dans la sphère politique pour essayer de faire advenir une autre économie. Et même si on a pu voir ces derniers mois quelques belles nouvelles, on a aussi surtout quand même pris de plein fouet le wagon de l'économie qui revient comme étant le critère de décision quasi exclusif des élites politiques et économiques. Ce qui n'est pas sans poser certains problèmes et qui aura des conséquences sociales et environnementales qui coûteront très cher par la suite. Donc la question posée, c'est surtout de se demander si on doit œuvrer et mettre toute notre énergie pour faire émerger une véritable coalition globale des acteurs de l'impact et devenir cette alternative très forte, patronale, mais pas que, aussi au niveau politique, au niveau citoyen, pour faire advenir cette économie plus juste et soutenable, ou est-ce qu'on doit plutôt mener beaucoup d'actions pour beaucoup plus se connecter aux acteurs économiques conventionnels avec lesquels aujourd'hui on a peut-être trop peu de points d'accroche, et c'est en ce sens que je trouve intéressant de creuser la question comme une forme de question clivante, certes, et la réponse elle sera probablement hybride, mais au moins elle est posée en les termes qui conviennent pour qu'on puisse avoir cet échange dans l'émission. Est-ce que c'était un avis que vous partagez? Est-ce que... Alors, la question de l'opposition à l'économie classique, au CJD, on n'est pas opposé à l'économie classique, on pense qu'il faut la faire évoluer. Je préfère œuvrer pour que lutter contre. On est dans une énergie positive, une énergie d'action. Je pense que l'économie classique, le monde de l'entreprise, comme on le connaît depuis le début de l'ère industrielle, il a montré ses limites. On va devoir changer le système. Et autant être acteur du changement plutôt que de le subir à un moment donné. Autant prendre le coup d'avance plutôt qu'on nous l'impose à un moment donné. Aujourd'hui, vous parliez de capitalisme. Le capitalisme tel qu'on le connaît depuis longtemps, a priori, arrive à sa fin. À un moment donné, on va devoir changer le système complètement. Aujourd'hui, ça ne fonctionne plus. Donc, réinventons une nouvelle façon de faire. Je pense qu'en montrant l'exemple, et c'est pour ça que le principe d'alliance, de coalition, de coopération, de se regrouper, il va permettre beaucoup de choses. En montrant l'exemple, en montrant que ça fonctionne avec de nouvelles façons de gouverner nos entreprises, avec une attention portée sur les sujets de transition écologique, en montrant l'exemple, en montrant que ça fonctionne, on va embarquer des gens à nous suivre sur ces projets-là. Et puis, en vous écoutant, ce qui me vient comme réflexion, c'est que essentialiser une économie conventionnelle versus une économie d'impact, c'est comme essentialiser les hommes contre les femmes. Ou, vous voyez, il y a dans l'économie conventionnelle des entreprises qui ont tout intérêt et qui ont conscientisé qu'elles avaient un tout intérêt à pousser des mesures en faveur du développement durable, en faveur de l'impact, parce que ça sécurise leurs actifs, parce que ça sécurise leur trajectoire de développement. Il ne faut pas mettre tout le monde dans un même sac. Et je pense que des coalitions aussi des fois un peu opportunes, où les contours de cette coalition vont changer. Il n'y aura pas forcément les mêmes acteurs au sein des mêmes thématiques de coalition. Il faut avoir ce regard plus fin et au fur et à mesure, abandonner des visions un peu manichéennes qui mettent des gens un peu dans des sacs, parce qu'en fait, tout le monde commence à véritablement voir que c'est son intérêt. J'étais très frappée pendant la COP21 d'une phrase qui m'est restée. On ne fait pas de business sur une planète morte. Donc c'est l'intérêt de toutes les entreprises de changer leur mode de gouvernance et de regarder un peu les impacts, les externalités sur la société et sur l'environnement. Moi, ce qui me vient en vous entendant, c'est plus d'expérience. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est des questions tactiques que vous posez qui sont intéressantes, de savoir qu'est-ce qui va être le plus efficient pour faire advenir la transition du monde économique qu'on appelle de nos voeux. Et cette question tactique, je ne crois pas qu'il y ait une réponse binaire. On le sait, qu'il va falloir un « et ».
et peut-être des coalitions qui vont devoir émerger pour créer un contrepoids, un récit lisible, un narratif clair pour ceux qui ne nous connaissent pas, pour ceux qui ne sont pas forcément d'accord, etc. Et à la fois, il va falloir aussi des initiatives clés, sectorielles, expertisées, qui vont pouvoir jouer leur partition à l'endroit où elles vont être le plus utile. Ça, je pense qu'on est... Voilà, en tout cas, moi, c'est la conviction que je porte et la conviction qu'on partage au mouvement Impact France. L'expérience dont je voulais vous faire part, c'est, nous, il y a quelques années, on échangeait beaucoup avec Bruno Le Maire, ministre de l'économie pendant 7 ans. On l'a vite oublié, mais quand même, il a été un des hommes forts du quinquennat Macron. Et Bruno Le Maire nous disait régulièrement qu'on échangeait avec son cabinet, c'est très intéressant les propositions que vous avez, notamment sur la conditionnalité des aides publiques aux entreprises, sur la modulation de la fiscalité en fonction de l'engagement, etc., etc. Donc des sujets extrêmement importants, extrêmement stratégiques. Il nous disait, vous nous dites que vous êtes pour, vous nous dites qu'il y a des entreprises qui sont pour, et en même temps, on voit des gens qui semblent proches de vous, qui ne portent pas du tout ces convictions. On ne comprend pas bien, en fait, qu'est-ce qui vous unit, qu'est-ce qui vous caractérise. Il y a une incohérence, il y a une illisibilité qui fait que l'illisibilité, quand on n'est pas complètement convaincu, comme Bruno Le Maire, sur la conditionnalité des aides publiques, c'est assez pratique. C'est assez pratique de se mettre dans la brèche de toute façon, on ne comprend pas bien, vous représentez personne, vous représentez une niche qui, globalement, est très intéressante, mais en fait, c'est une niche, et donc on n'a pas intérêt à vous prendre au sérieux. Et donc nous, c'est pas tant un enjeu d'exister ou de survie, mais c'est vraiment d'expérience. On sait que là où le MEDEF, par exemple, la CPME, on en parlait, l'UDP, donc les autres grandes organisations patronales traditionnelles, se sont organisées, savent comment jouer leur partition justement des moments où il faut défendre les intérêts patronaux traditionnels. Nous, en face, on semble un peu fragile sur nos appuis. On ne sait pas bien nous comptabiliser, on ne sait pas bien rendre compte des idées et du dénominateur commun le plus élevé qu'on peut porter ensemble. Et ça, à terme, ça nous coûte. Parce que des réformes qui auraient peut-être vu le jour s'il y avait eu une vraie digue. Et depuis quelques mois, on y reviendra, mais c'est ce qu'on essaye de consolider et d'accélérer, c'est de dire une digue qui soit claire et lisible. Donc c'est le point, c'est de dire lisibilité nous coûte vraiment. Tu veux ajouter quelque chose? Après, on passe au débat. La ligne de crête, et voilà, on rentrera vraiment dans le débat ensuite, mais on voit bien que la ligne de crête, elle est complexe. Je pense qu'on est d'accord pour dire le but, c'est pas d'être en opposition féroce, d'autant que la représentation des mouvements patronaux n'est pas forcément toujours alignée avec la vision des dirigeantes et des dirigeants qui adhèrent au réseau. Totalement. Et ça, en ce moment, on a des exemples caricaturaux, que ce soit sur des réglementations environnementales où on entend dire cessons de serrer l'étau sur les entreprises avec les normes environnementales, alors qu'il y a plein d'entreprises qui sont prêtes à jouer le jeu parce que c'est la condition de leur soutenabilité, de leur robustesse et donc de leur pérennité à moyen long terme. Et la taxe Zuckman en ce moment, et là on est dans l'exemple hyper immédiat, est encore plus caricatural dans l'espèce d'opposition qui est en train d'être faite, alors que déjà on ne parle pas du tout de la même chose quand on parle d'une grande fortune installée depuis des décennies, d'une jeune start-up, d'une PME, mais sur des modalités qui sont totalement différentes. Quand des ETI comme Norcis payent 24% d'impôts versus des concurrents de très grande taille qui payent 2 à 3%, sans tomber dans les caricatures de choses très clivantes comme en ce moment, je pense qu'on peut rééquilibrer un petit peu les débats sans que ça gêne finalement personne pour la soutenabilité des business. Voilà ce qu'il faut qu'on arrive à faire, gagner en lisibilité sans être dans une opposition systématique, parce qu'en plus les sujets sont trop complexes et nombreux pour pouvoir le faire. Mathieu, je vous vois doliner la tête. Est-ce que vous voulez ajouter quelque chose avant qu'on entre dans le cœur du débat? Je suis totalement d'accord avec ce que vous disiez. Je pense par contre, il y a quand même eu certains moments récents où on a pu faire bloc, notamment sur la CSRD. On a quand même été nombreux à se positionner en faveur de la CSRD et je pense que ça commençait à faire masse. Et mon petit doigt me dit que c'est que le départ. Allez, on passe au débat.